Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne La qualité logicielle où on vous aide à livrer des logiciels sans bug. Aujourd'hui, on a notre ami Razi qui lui il est un ingénieur QA, donc un ingénieur testeur. Il va nous expliquer un peu son parcours, il va nous donner des retours de son expérience. Donc bienvenue Razi dans notre chaîne. Merci, bonjour tout le monde. Donc tout d'abord, je te laisse présenter un peu ton parcours pour que les gens qui nous suivent sachent un peu ton parcours et voilà. Euh, ouais, je vais me présenter. Je m'appelle Razi. Je suis ingénieur en test et validation. Aujourd'hui, j'ai une expérience de un peu plus de 3 ans dans le métier de test et de validation. Et puis durant cette période, j'ai pu travailler sur pas mal de projets dans différents secteurs d'activité. Donc, plus précisément, j'ai pu évoluer ou me familiariser dans trois secteurs. D'accord? Euh, Premier lieu, c'était le secteur automobile. Mhm. Donc, j'ai fait 2 ans d'expérience dans le secteur automobile. Après, j'ai entamé une deuxième expérience dans le secteur de la TV numérique. Mhm. Donc, ça, c'était chez Free et puis chez Amazon Vidéo. D'accord? Et puis, une troisième expérience dans le domaine de la biéthique et de la mobilité urbaine. Et D'accord. donc là, ce que je fais aujourd'hui, c'est une quatrième expérience qui vient de commencer dans la télécommunication. Je ne sais pas si j'ai le droit de nommer ou pas, mais c'est chez Orange, en tant qu'ingénieur qualifié. Donc D'ac- voilà. D'accord. Et là, en tant que dans ton job d'ingénieur testeur, est-ce que ça change d'un secteur à un autre? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois avoir ou des qualités que tu dois avoir en temps, par exemple, dans le secteur de la mobilité, dans le transport ou dans le secteur, je sais pas, bancaire ou télécommunication. Euh, Pas forcément, dans le sens où pour moi, c'est le même métier, quoi. C'est les mêmes principes qui s'appliquent. Certes, ça va changer un peu d'une mission à une autre, mais c'est généralement les mêmes techniques, les mêmes principes, les mêmes niveaux de test, etc. Il n'y a que l'environnement qui change. Et donc, si tu as la technique et puis tu as les bonnes compétences et connaissances en matière de test, je pense changement de secteur ne va pas t'affecter autant. Donc, C'est-à-dire, ouais, ça va te prendre quelques temps, voire un mois ou deux, juste pour te familiariser avec l'environnement, comprendre par exemple, l'automobile. Dans l'automobile, je faisais les systèmes ADAS. Je ne sais pas si mhm. vous connaissez, mais système ADAS, c'est les systèmes Euh, euh, pour les voitures autonomes d'aide à la conduite. Par exemple, les systèmes de freinage d'urgence, etc. Et donc là, il y a un premier travail de documentation, tu comprends les principes, les besoins, ce qui a été fait, ce qui doit être fait, les critères, l'étude de spec, etc. Après, pour les tests, ça reste les mêmes techniques, que ce soit des tests boîte blanche, ou boîte noire, ou boîte grise, etc. Tu appliques plus ou moins les mêmes techniques et Juste la même un logique, peu quoi. pour nos auditeurs, Ouais. donc juste pour expliquer un peu la différence entre boîte blanche, boîte grise et boîte noire. Donc pour la boîte noire, tu connais pas le système. Exactement, Tu as juste les entrées-sorties et tu interagis avec juste les entrées-sorties. Tu ne connais pas le système. En boîte grise, on va dire que tu comprends une partie du système, sauf que tu comprends pas la totalité. Donc tu peux faire les tout tests à fait. et un peu d'analyse, on va dire. Et en boîte blanche, c'est vraiment, tu comprends tout le système et tu sais comment ça marche. Et par exemple, un développeur qui fait des tests, donc lui, il va être plutôt côté boîte blanche et un testeur fonctionnel va être du côté boîte noire. Tout à fait. Après, pour compléter, pour les tests boîte blanche, c'est que, en gros, tu as accès à la structure interne du logiciel ou bien de la solution. Mhm. C'est-à-dire que tu peux faire des tests, par exemple des tests unitaires sur du code. Pour ça, tu utilises des techniques de test boîte blanche. Je sais pas, par exemple la couverture d'instruction, Mhm. la couverture de décision, etc. Pour les tests boîte noire,
comme si c'est une boîte noire, comme son nom l'indique, et que si tu es on va appeler ça par exemple le client final. Tu prends un produit et tu le testes comme tout utilisateur. Et pour Par ça, exemple, pour donner juste un exemple de la vie voilà. réelle, par exemple, si tu prends une télécommande et tu commences à la tester, tu fais des tests en boîte noire parce Exactement, que tu ouais, c'est comprends pas exactement ça. comment ça marche en intérieur, tu sais pas la structure, tu sais pas le soft qui est derrière afin de faire marcher la télécommande. Tu as une idée sur le fonctionnel, ce que par exemple ce bouton doit faire. Donc tu appuies sur le bouton, de l'autre côté tu attends le résultat, mais tu sais pas comment c'est codé en interne ou Mhm. voilà quoi. Et puis les tests boîte grise, c'est quelque part un mélange entre les deux. Donc tu as accès à la structure interne, tu peux analyser, etc. Mais c'est pas vraiment c'est pas des tests des tests boîte blanche en détail quoi. C'est juste On va dire que tu peux faire des analyses niveau 1, niveau 2. Alors, ouais, c'est ça. tu comprends une partie jusqu'à un certain niveau et après, il y a une autre personne qui est plus spécialisée, donc qui fait des tests en boîte blanche, qui pourra comprendre le problème en détail, on va dire. Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, si je résume bien, pour toi, c'est les mêmes qualités dont tu as besoin, même si tu travailles sur des différents domaines, et il y a juste une période d'adaptation pour prendre les notions du nouveau domaine où tu vas bosser. C'est ça. Après, moi, personnellement, je pense quoi, je change de secteur. Après, ouais, c'est mon statut qui a fait que j'ai changé. Parce que actuellement, je suis prestataire. Donc, Mhm, je suis dans une SS2I. mhm. Et donc, en gros, je sais pas si faut que j'explique. C'est une ESN classique. En gros, tu signes avec une boîte, c'est elle qui te trouve des missions. Ouais, c'est ça. À vrai dire, tu as des missions pour un certain temps Ouais, et tes missions changent dépendant c'est ça. des contrats qu'ils Et, te trouvent. et après, c'est des préférences. Généralement, les gens, ils cherchent. Par exemple, j'ai des collègues, des amis avec qui j'ai étudié, que je vois toujours, et généralement, les gens, dès le départ, ils prennent un secteur et ils entament leur carrière dans ce secteur-là. Par exemple, le secteur automobile. Moi, j'ai démarré avec des collègues dans le secteur automobile. Eux, ils sont toujours dans le secteur automobile. Moi, j'ai changé deux, trois fois de secteur. Et pourquoi j'ai changé? Parce que pour moi, c'est pouvoir appliquer le métier de test dans différents environnements techniques, ça peut donner cette notion d'évolution et de nouveaux challenges. Hmm. Donc c'est ce qui m'intéresse dans le métier de test et de presta. Ouais, donc il y a des gens qui veulent se spécialiser dans vraiment Exactement, un après c'est des secteur. préférences, hein. Il y a Voilà. des gens qui aiment le secteur aéronautique, en fait il y a plusieurs secteurs. Tu as le secteur, ce qu'on appelle le secteur industriel. Donc, ça va être l'automobile, l'aéronautique, ferroviaire, transport, etc. Ouais. Tu as le secteur des banques, finances, etc. Tu as le secteur médical, secteur énergétique. Il y a plein de secteurs. Il y a plein de clients et de missions. C'est assez riche, c'est assez varié. Et tu as le choix Soit te t'as le choix, spécialiser tu peux dans un choisir quoi. secteur ou choisir de... Voilà. Exactement. T'as pas forcément, t'es pas obligé. T'es pas obligé de te spécialiser. Parce que comme j'ai dit, la spécialité, c'est le test. Hmm, Après, ouais, il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent se spécialiser dans un secteur et pas un autre. hmm. Donc ça, c'est des choix de carrière, chacun fait les choses comme il veut, quoi. D'accord. Mais voilà, quoi. Donc là, notre question sera, c'est quoi pour toi les qualités d'un testeur? Ah, qualité d'un testeur, c'est une bonne question. C'est déjà une bonne com. D'accord. Parce que, ouais, quand tu es testeur, forcément, tu vas travailler dans une équipe. Mhm, On va dire généralement 80% du temps, ça va être une équipe agile, Scrum. Donc tu vas avoir des daily tous les matins, des réunions, etc. Tu vas travailler en étroite collaboration avec des développeurs, etc., des PO, des Scrum Masters, des BA et tout. mhm, Et donc généralement, pour pouvoir tester,
Tu dois définir tes cas de test ou, étudier les specs, etc. Et généralement, tu dois échanger avec plusieurs personnes. Mhm. Donc là, je pense la com, elle est vraiment essentielle, elle est indispensable pour chaque testeur, d'avoir un bon relationnel. Et même de l'autre côté, généralement, le testeur, en fait, en gros, son job, c'est de trouver des anomalies. Et généralement, on est porteur de mauvaises nouvelles. Mhm. Donc, il faut déjà savoir comment annoncer une anomalie à un développeur, par exemple, sans le vexer, sans que ça soit... Et l'idée, c'est toujours rappeler à tout le monde, euh, comment dire, l'objectif commun, qui est d'avoir une solution de qualité, que le client derrière soit satisfait. Mhm. Donc, il y a déjà cette partie de com. Il faut avoir une bonne logique, il faut maîtriser l'environnement, Mhm. maîtriser les specs, maîtriser l'environnement, ne pas avoir peur de Donc, se juste tromper, pour de une poser des questions. clarification, quand on dit maîtriser les specs, donc c'est pas des specs fonctionnels, c'est des documents qui détaillent le fonctionnement C'est ça. du D'une soft qu'on est solution en train de tester. logicielle ou d'une appli ou quel que soit, de la solution, quoi. Mhm. Ouais, faire attention aux détails, parce que généralement les anomalies, ça demande beaucoup de concentration, une logique ou une estimation ou de l'expérience, on va dire. Savoir quoi tester, quelle technique appliquer, quel niveau de test, Mhm. maîtriser les outils comme Jira, TestLink, Redmine, Salesforce, Doors pour les specs aussi. Mhm. Donc c'est un tout, c'est un tout. Faut vraiment être passionné. Ouais. Et ouais, quand on est passionné, je pense que ça va venir naturellement, quoi. D'accord. Et dans les qualités que tu viens de citer, je vois nulle part que tu dois être un pro du coding ou un pro du scripting. Donc, pour toi, c'est pas une qualité nécessaire. T'as pas besoin de ça, ça s'apprend en fait. Des fois, dans des missions, t'as même pas besoin de ça. D'accord? On va dire si tu es sur des tests boîte noire, des tests fonctionnels, t'as pas forcément besoin, ou des tests manuels, on va dire, t'as pas forcément besoin de scripter ou de regarder le code. Ouais. Après, c'est vrai que c'est un plus. Ça peut toujours être intéressant d'accéder au code et du coup pouvoir identifier le défaut ou bien le bug dans le code ou dans les logs ou etc. pour analyser, pour comprendre et pour évoluer au final. Mais ouais, ça s'apprend, ça s'apprend. Même le métier de test, en fait, tu, tu fais pas des études pour devenir testeur, mais tu le deviens avec l'expérience, avec la pratique, c'est pas que de la théorie, c'est beaucoup de pratique. Hmm. Et il faut vraiment être motivé ouais, pour devenir testeur ou. Donc, voilà, il y a plusieurs types de tests. Il y a les tests manuels et après il y a les tests automatisés. Mhm. Et donc, si on fait des tests manuels, on n'a pas besoin d'être ni codeur, ni connaître le code, connaître la programmation du tout. Ça veut dire on peut Mhm. être un comptable et faire une reconversion vers les tests manuels et on pourra, Tout à, si on est bien câblé, on pourra bien réussir dans notre job. tout à fait, tout à fait. Ça va prendre un peu de temps, mais ouais, au final, ouais, ça va venir. C'est pas un métier qui est vraiment axé programmation, codage. Faut apprendre ce langage-là, faut apprendre ça, ça, ça et ça. En fait, c'est au fur et à mesure que tu poses des questions, tu fais des cas de tests, des parcours, etc. Tu comprends un truc, tu passes, tu fais un autre truc, tu te trompes, tu comprends un autre truc, tu passes. Et puis, tu évolues, t'apprends, et puis voilà. Hmm. Donc, est-ce que tu peux nous donner juste rapidement une définition pour les tests manuels et automatisés pour les gens qui connaissent pas? Les tests manuels, c'est des tests qu'on fait de façon manuelle. On n'a pas besoin de script, on n'a pas besoin de code. C'est généralement des tests boîte noire. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Par exemple, si
Tu testes une télécommande, tu appuies sur le bouton de volume, tu appuies sur le bouton exit, source, je sais pas, mute, etc. Et tu vérifies si, par exemple, si tu appuies sur mute, tu vérifies dans ta télé si la télé passe en mute ou pas. Ça, c'est un test manuel. Hmm. Donc, t'as pas besoin, des actions manuelles, des actions humaines. Tu fais une action, tu vérifies le résultat, tu fais une action, tu vérifies le résultat, etc. Pour les tests automatisés, c'est un autre volet, c'est des tests qu'on peut automatiser, Mhm. donc via des scripts ou, par exemple, ce qu'on peut faire, par exemple, toujours dans l'exemple de la télécommande, je sais pas, on peut programmer un robot Mhm. qui va venir appuyer sur les boutons, et pour chaque appui, on va vérifier à travers ce robot-là, ou à travers, je sais pas, un système je dis n'importe quoi, un système de traitement d'image ou de son, on va vérifier par exemple quand je lance le script pour le bouton mute, est-ce que la télé elle passe au mute ou pas. Et donc pour les tests automatisés, on n'a pas forcément besoin d'intervenir. La seule intervention qu'on fait, c'est de lancer le script. Et c'est le script derrière qui va tester toute la solution ou une partie de la solution. Et généralement, ça génère un rapport et on peut vérifier le pourcentage de couverture, les tests qui sont KO, les tests OK, etc. D'accord. Donc c'est une suite de tests, une suite d'actions qui peut être automatisée. Mais attention, on ne peut pas tout automatiser. Ouais, bien sûr. Donc on aura toujours besoin des tests manuels. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir automatiser une partie des tests parce que ouais, c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie, etc. Et puis voilà, moi, je pense personnellement que les tests manuels et automatiques sont complémentaires. Ouais, exactement, ils sont Donc complémentaires. Juste voilà. pour donner un autre exemple qui est un peu plus parlant, mais par exemple, si on prend le moteur de recherche Google et on fait des recherches, on peut par exemple automatiser une recherche qui va être jouée et vérifier le résultat, par exemple. Euh, et donc, dans ce cas-là, on peut automatiser cette tâche. Toutefois, parfois il y a des interventions humaines qu'on doit faire afin de vérifier le bon séquencement et pas mal de plein d'autres choses. Donc, je te rejoins sur le fait que les tests manuels seront toujours existants parce qu'on peut pas tout automatiser de toute façon. Et comme tu as dit, les deux choses sont complémentaires, les tests automatiques et les manuels sont complémentaires. Si on veut vraiment livrer des logiciels de qualité, on a besoin des deux. C'est ça. Après, généralement, les tests automatisés la plupart du temps, ils sont utilisés pour les tests de non-règles. Ouais. Je sais pas si c'est les tests de non-régression. Parce que généralement, si on est en Scrum ou on est en Agile, Mhm. on livre, je sais pas si je vais rentrer dans ça, mais on livre des itérations, des Ouais, on incréments, livre des parties de fréquemment logiciel. des versions de logiciels, quoi. Donc C'est c'est ça. Et vraiment à chaque, fréquent et à chaque fois, il faut tester qu'il n'y a pas c'est ça. une fonctionnalité qui marchait qui ne marche plus. S'il n'y a pas eu de, exactement, s'il n'y a pas eu de régression, d'effet de bord, etc. Mhm. Et là, ça peut être très intéressant d'automatiser ces tests-là de non-règles. Et généralement, c'est ce qui est fait, hein. C'est des suites de tests de non-règles automatisés qu'on lance et on va pas à chaque fois s'amuser à refaire les tests manuellement à chaque livraison d'IT ou des trucs comme ça. Mhm. Donc ouais, voilà. Donc là, quand les personnes ils cherchent un peu du boulot, ils trouvent des termes, par exemple test fonctionnel et test d'intégration. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition et la différence entre les deux? Alors, pour les tests fonctionnels, on va venir tester ce que doit faire le système ou bien la solution. Mhm, C'est vraiment des tests, c'est des tests fonctionnels via des techniques boîte noire. mhm, Donc on va tester la fonctionnalité du système dans sa globalité. Par exemple, sur un site web, si j'appuie sur rechercher, est-ce qu'il va rechercher ou pas, etc. Et puis voilà. mhm,
C'est vraiment des tests globaux, on va dire, qui D'accord. vont vraiment tester l'aspect comportement du système. Il y a aussi les tests non fonctionnels, on peut aussi parler de ça, si tu veux. Mhm. Ça, c'est un autre type de test. Il faut tenir, c'est que pour les tests fonctionnels, on va tester ce que doit faire le système. Et pour les tests non fonctionnels, c'est comment doit se comporter le système. D'accord. Donc pour les tests non fonctionnels, on va tester d'autres aspects de la solution. Par exemple, la fiabilité, la sécurité, la performance, des trucs comme ça, quoi. Mhm. Et puis il y a les tests d'intégration. Et là, on va tester un autre aspect de la solution, c'est puisqu'on intègre composant par composant, ou bien IT par IT, Mhm. à chaque fois, on va faire des systèmes, des tests d'intégration, pardon, qui vont venir tester comment cette partie du logiciel va s'intégrer dans la globalité de la solution, dans la globalité du logiciel. Donc, comment cette partie, par exemple, on va intégrer un composant Mhm. ou bien un module. Ouais, une nouvelle Donc, ce module-là, fonctionnalité. ou ça aussi. Donc, cette fonctionnalité-là, elle va bien sûr communiquer avec les autres fonctionnalités qui existent déjà dans l'application. Mhm. Et donc, dans les tests d'intégration, on va venir tester justement ces échanges, ces échanges de données, etc. Et voir si la partie fonctionnelle qu'on vient d'intégrer, est-ce qu'elle est bien intégrée ou pas, est-ce qu'il n'y a pas eu d'effet de bord, est-ce qu'elle communique bien, est-ce qu'elle est fonctionnelle, est-ce que tout le système est fonctionnel, parce que c'est pas évident de venir injecter ou mettre directement une autre partie ou bien une autre fonctionnalité dans un système. Ouais. Des fois, le système il peut refuser cette partie-là. Il y a des problèmes de flux de mémoire, de flux de données, Mhm. des autorisations, je sais pas, des fonctionnalités qui sont pas conformes ou qui peuvent pas communiquer entre eux. C'est pas les mêmes normes, etc. Mhm, c'est ça. Donc, c'est vraiment tout ça. Mhm. Donc, Ça, c'est les tests d'intégration. ce qu'on peut comprendre, Pardon, c'est vas-y. que le domaine de test, il est vraiment vaste. Il y a vraiment plusieurs types de tests qui dépendent de l'objectif qu'on veut. Donc, soit qu'on fait Ouais. voilà, des tests de performance pour vérifier la performance du système, ou par exemple des tests unitaires pour tester les fonctionnalités, donc, ou les, on va dire les fonctions unitairement. Interne. Hmm. Ouais. De façon interne, vous voulez Ouais, dire. c'est ça. Et donc, par exemple, là, on parle de tests d'intégration, de tests fonctionnels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, voilà, le monde du test, il est tellement vaste qu'il y a pas mal de choses à voir. Et Et on n'a pas besoin de tout connaître, en fait. ouais, On n'a c'est pas ça. besoin de tout maîtriser. On peut se spécialiser dans les tests unitaires ou les tests d'intégration ou les tests fonctionnels. Donc c'est tout un monde, même les tests fonctionnels, c'est tout un monde, hein. C'est pas que vraiment le Ouais, monde du test. Chaque niveau de test, chaque type de test a d'autres types de tests, etc. Et puis voilà, comme tu dis, c'est assez vaste. ouais. Donc, pour toi, les nouveaux testeurs, ils doivent s'orienter côté test manuel ou automatique? Euh, Très bonne question. Moi, je dirais plutôt test automatique, D'accord. Pourquoi? automatisation de tests. Pourquoi je dis ça? Parce que, ouais, pour moi, l'avenir, il est dans l'automatisation de tests. Parce que là, actuellement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'automatiser le plus de tests qu'on peut automatiser ou qu'on a le droit d'automatiser. D'accord. Et donc, ouais, voilà, il y a des besoins d'automatiseurs de tests, de scripteurs, etc. C'est des nouveaux métiers. Et généralement, de ce que je sais pas si je dis ça comme ça, mais généralement, les salaires Oui, pour pour les tests ceux automatiques, c'est un peu. que ça peut intéresser, généralement pour les automatiseurs, c'est plus intéressant. Hmm. Les salaires sont plus intéressants, quoi. Bah, on va dire, il y a Après, plus de jobs dans le monde, d'opportunités, ouais, c'est voilà, ça. dans le monde des tests automatisés que dans le monde des tests manuels.
pour la simple raison que ça demande un peu plus de compétences. Voilà, Ouais, cette il y a un compétence, elle aspect, est rémunérée. il y a vraiment un aspect de développement aussi, développement de scripts automatiques, etc. Donc, on va dire c'est du test avec un peu de développement pour Hmm, ceux qui aiment aussi le développement. hmm. Donc c'est un mélange. Mais voilà, on n'utilise pas Principalement nécessairement. c'est du test, mais ouais, il y a du développement aussi à faire. Mais après, on n'utilise pas des langages de programmation qui sont assez Ouais, poussés comme le C++ ou le C. non, c'est ou- des langages de script. donc, Ou bien genre Python. peut-être Selenium aussi, ouais, c'est ça. Voilà, c'est des langages qui sont assez compréhensibles cibles par l'homme et qui sont simples d'apprentissage. C'est ça. Exactement. Après, je sais pas, on peut faire débuter en test automatique, après changer, passer, basculer en test manuel. On peut faire du test manuel après du test automatique. Je sais pas, faire les deux en même temps. Il y a pas de limite. Hmm. C'est pas, tu choisis soit manuel, soit automatique. Tu peux faire les deux, hein. Ouais, 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 ça va C'est dépendre. pas, Ça va ouais. dépendre Ça de va ton dépendre job, du besoin, de la voilà, du besoin. mission, du projet, des besoins aussi. Et puis ouais, tu peux faire les deux, tu peux enchaîner, tu peux faire ce que tu veux. Hmm. Donc, pour résumer un peu, on n'a pas besoin d'être un ingénieur en informatique pour faire du test. Donc, on peut être, comme on Pas a du tout. dit, voilà, comptable ou venir d'un autre monde et avec un peu d'organisation, de compréhension, de communication, on peut réussir dans le monde du test. Et ça, peut-être faire des formations, je pense à l'STQB par exemple, des trucs comme ça. Sinon, ouais, là, je travaille avec des gens qui n'ont pas forcément de background, je sais pas, ingénieur informatique ou quoi que ce soit. Ils ont changé, ils ont testé, ils ont essayé, ils ont aimé, et puis voilà, ils ont fait des petites formations, des certifications, pourquoi pas, et puis voilà. D'accord. Et là, on arrive aux fin de nos questions. Et notre dernière question, c'est quels sont les conseils que tu peux nous donner pour les nouveaux testeurs? Alors les conseils, c'est d'apprendre, de continuer à apprendre, d'apprendre toujours, et puis se renseigner, que ce soit dans le secteur, par exemple, si on se lancer dans le secteur automobile, commencer à regarder qu'est-ce qui se passe côté automobile, quelles sont les grandes boîtes, Bosch, Continental, etc. Quels sont les besoins du marché dans ce secteur-là. Mhm, Par exemple, le secteur automobile, là actuellement, la tendance, c'est les ADAS, mhm. c'est les voitures autonomes électriques hybrides. Donc déjà, commencer à se renseigner. Côté test, euh, si ça va dépendre si c'est du test manuel ou automatique, mais peu importe. Euh, je sais pas, là on a YouTube, on a des formations un peu partout, on a des certifications. Pourquoi pas se lancer il y a la certification STQB, c'est vraiment la certification à faire. Bah, on Si a jamais tout on... ça dans notre chaîne, la qualité logicielle, les formations sur l'ISTQB Ah oui, j'ai et, remarqué, ouais. Ouais, voilà, des formations sur l'ISTQB, des formations sur plein d'autres logiciels qu'on peut utiliser, exemple Jira et autres. ouais, Euh, surtout les outils aussi, ouais, les outils Jura, TestLink, Selenium, on a plusieurs, mais voilà quoi. Après, les STQB, ça va te permettre de comprendre les principes du test, les compétences à avoir ou à développer, les techniques à utiliser, les différents niveaux de test. Après, ça va organiser ça va te faciliter cette immersion dans le monde du test. Et je dis, je pense que c'est la troisième fois, peut-être, ouais, je pense, ouais, faut déjà pas forcément prendre l'assertif, on peut ne pas D'avoir. l'étudier, mais pas l'avoir, c'est pas un souci, mais vraiment étudier, parce que
ça va te permettre de comprendre vraiment l'environnement du test. Ouais, ça va te donner la philosophie du test. C'est un gain de temps, il y a des exemples, ça t'explique les différentes techniques de test, comment appliquer ça, ça et ça. Et surtout, ça va servir beaucoup dans les entretiens de test. Parce que généralement, les questions pour les entretiens d'embauche de testeurs, c'est généralement des questions où tu trouves les réponses dans les STQB. Ouais, ce sont des questions génériques. C'est ça, quelles sont les techniques de test par exemple, t'as ça, et comment tu fais pour tester ça. Quels sont les tests de non-règle que tu vas appliquer par exemple dans cette solution-là. C'est des mises en situation, et voilà, dans les STQB, donc je pense que vas tout trouver. Dans la documentation, enfin, vas trouver toutes les réponses. Donc ouais, voilà. Et ouais, faut pas hésiter, faut être motivé, faut, faut s'investir dans ce qu'on fait, que ce soit dans le test, développement ou quoi que ce soit. Et après, avec l'expérience, on va développer ses compétences et ses connaissances pour, pourquoi pas un jour devenir un testeur expert et vraiment maîtriser ce qu'on fait Hmm. à 100%. Ah bah merci Razi pour toutes ces Ah, je explications. t'en prie, man. Ah, une dernière question, allez, pour s'amuser un peu. Tu veux pas recommander la Vas-y. chaîne? Comment? Pour s'amuser un peu, tu veux pas recommander la chaîne? Ouais, bien sûr, je recommande. En fait, quand j'étais étudiant, j'ai pas mal consulté la chaîne. Et parce que, ouais, je te connais personnellement, on a travaillé ensemble. Ouais. Et je te rappelle, on avait un collègue, je vais pas citer de nom, mais Ouais, qui était en gros, fan de la chaîne. exactement, on avait une situation où, je sais pas, on était en train de débugger un truc comme ça, et du coup, on se posait la question. Et là, il y a le collègue qui nous a répondu. Et après, il nous a dit, ouais, j'avais trouvé en fait la réponse dans une chaîne, je sais pas quoi, et il savait pas que c'était ta chaîne à toi. Ouais, Donc ouais, ça, c'était rigolo. ouais, à vrai dire, ça fait. Donc ouais, même ceux qui sont expérimentés ont besoin ou bien ont recours à ta chaîne. Voilà. Et je pense que tu fais du bon travail, donc bravo, continue et voilà. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir d'aider les gens quand on peut. Ouais, je t'en prie. Donc, je te remercie énormément, Razi, pour toutes ces informations et Anytime. explications. Yes. Merci à toi. N'oubliez pas de mettre un like pour Razi, pour le temps qu'il a passé avec nous, de mettre des commentaires si vous avez des questions et de vous abonner à la chaîne. Merci encore une fois, Razi, et à la prochaine vidéo. Merci à toi, Evan. Au revoir.